Mais ça rentre pas. Après s'être échappé de l'héritage arcanien, le vaisseau d'Adaska, Zane Carrick se retrouve sur Taris à la recherche de Griff. Sur Taris, Zane rencontre les becs cachés et redécouvre Griff en fait qu'ils étaient planqués avec les becs cachés. Alors la situation géopolitique plus ou moins de Taris est un peu compliquée puisque d'un côté on a la résistance qui regroupe globalement les autorités de Taris et des habitants volontaires en fait de Taris, les Mandaloriens et les gangs. Alors les gangs, on a les becs cachés et les Vulcars noirs qui sont les deux gangs principaux, mais globalement on va pas parler des Vulcars noirs. On va parler que des becs cachés puisque même si les Vulcars sont évoqués, on ne les voit pas. Alors en gros, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs choses un peu entremêlées, c'est un peu le bordel. Alors dans un premier temps, on a Griff qui va dire à Zane, ok, j'ai trouvé un moyen de faire abandonner les charges contre nous, en fait, sur le meurtre des Padawan. Alors du coup, comment ? C'est mystérieux, mine de rien. Bah, tout simplement parce qu'il a un énorme soutien politique, il doit retrouver le sénateur Goravus qui est sur Taris pour le compte d'un riche industriel. Alors ce qu'on apprend également, et on revient aussi à l'épisode précédent où j'avais dit que Taris avait bizarrement rejoint la République, un peu rapidement, et ben en fait tout simplement c'est que le riche industriel avait besoin de passe-droit pour pouvoir s'installer sur Taris, et en échange il a fait bénéficier il a agi auprès d'autres sénateurs pour que Taris puisse rejoindre la République et que le sénateur Goravus, enfin que Goravus devienne le sénateur de Taris. C'est là qu'on comprend un peu mieux la magouille. Dans le même temps, Zane est conduit par Mission Vao. Ouais, la petite mission qu'on voit dans KOTOR. Eh ben, elle est conduite par Mission Vao dans les bas-fonds de Taris, enfin pas vraiment les bas-fonds, mais dans des endroits un peu chelous, où il découvre que les deux enfants sont prisonniers. En fait, il s'agit des enfants de la commissaire de Taris, et Gadon, le chef des becs cachés, dit « Ah, je comprends vachement mieux pourquoi on galère à faire une sorte d'alliance avec la résistance, tout simplement parce que elle était persuadée que c'était nous qui avions ces enfants. Ce qui était le cas en fait, mais lui il le savait pas. Alors du coup, il va partir avec son gang de fonceurs direction la base de la résistance pour livrer les deux enfants à la commissaire. Ce qui a pour but en fait clairement d'ouvrir en fait les négociations entre la résistance et les gangs. Alors quand ils arrivent dans la base de la résistance, Zane entend son nom, il se retourne et il voit Shell, donc son grand amour de l'époque, foncer vers lui en courant. Alors lui il est tout content, il court vers elle et là elle sort un blaster et elle lui tire dessus. Parce qu'elle croit toujours qu'il est responsable de la mort de son frère. Et alors que Zane est complètement assommé au sol, puisqu'il s'est quand même pris une décharge de blaster, bon il avait une mallette qu'il a encaissée mais il l'a quasiment pris de plein fouet. Donc alors que Shell a son blaster pointé sur Zane en disant prêt à presser la détente tout simplement, nous avons Ranatay qui débarque en disant à Shell achève-le. Alors fort heureusement pour Zane, le sénateur Goravus représente la République et les Jedi étant soumis, on va dire entre guillemets, à l'autorité de la République, Goravus dit non, vous n'avez pas le droit de tuer ce jeune padawan, puisqu'après tout, il a libéré les enfants de la commissaire, donc il doit pas être si mauvais que ça. Et donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. S'il a envie de nous aider, il peut nous aider. Alors un peu plus tard, Shell et Zane vont se rencontrer. Zane va essayer de s'expliquer auprès de Shell. Et il va notamment découvrir que l'argent qu'il lui a envoyé, puisque ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros, quand ils ont débloqué l'argent de Marn Hiéroglyphe, ils en ont profité pour envoyer tout l'argent que Zane possédait à Shell. Et elle a utilisé cet argent non seulement pour faire sortir son petit frère de Taris, et l'envoyer sur Ord Mantell, il me semble, voir ses grands-parents, quelque chose comme ça, mais aussi pour mettre la tête de Zane à prix. Et du coup, ça lui atteint bien le moral, hein, en disant que « Ah mais bon, je t'aimais et tout, oui mais bon, t'as tué mon frère, tu croyais que ça allait suffire, que juste parce que t'as des sentiments pour moi et tout, bref, c'est un peu le bordel. » Vient ensuite une proposition de mission, alors pas mission Vao, hein, juste une mission, un objectif, puisqu'il découvre que Cassius Fett dirige les forces mandaloriennes depuis la Tour des Jedi. Alors ils se disent, ça serait bien qu'on attaque la Tour des Jedi. Le problème c'est qu'ils disent, oui mais on sait pas trop s'il y a des gens dedans, genre si on va pas la bombarder comme ça, parce qu'on sait pas s'il y a des otages, ou... Voilà, donc ça serait un peu con de tuer des otages.
Donc il décide de faire une petite mission de reconnaissance. Alors c'est Shell et Zane qui vont se proposer pour s'infiltrer dans la tour. Alors Zane en se faisant passer pour un soldat mandalorien et Shell sa prisonnière. Et ils vont libérer l'accès à un tunnel en fait qui va permettre à Ranateh de passer par les tunnels pour rentrer dans la tour. Parce que c'est vrai qu'un Jedi qui se déplace en plein jour c'est assez visible, donc du coup c'était pas top. Alors bien évidemment sur le trajet va y avoir une petite scène de ménage entre Zane et Shell, où ça va être oui mais bon je t'aime, oui mais tu voulais devenir un chevalier de Jedi, oui mais si tu savais très bien que j'allais pas être un Jedi donc j'aurais pu être avec toi, oui donc en gros j'étais ton second choix. Bref, voilà, ils se prennent le chou et à un moment donné il y a des Mandaloriens qui sont là qui font oh c'est quoi ce bordel et tout, et afin de maintenir la couverture, même si on fait bref on voit ça dans les films mais bon, mais afin de maintenir la couverture, Shell embrasse Zane. Alors on a la blague la plus subtile du monde du soldat mandalorien qui est à côté qui fait « Laissez, il recrute ». Ah oui, alors juste pendant en fait toute cette séquence-là, notamment en fait c'est surtout au niveau où Shell et Zane discutaient entre eux dans la base de la Résistance, il y avait Squint et Jarael sur le Miliwan, qui est plus loin, en fait, où Squint essaye de séduire Jarael. Enfin, il essaie pas vraiment de la séduire, il lui fait du rentre-dedans bien bourrin en évoquant clairement la possibilité d'une relation physique. Et quand elle lui dit non, je suis pas dans mon assiette, il y a Camper qui vient de disparaître, j'ai pas vraiment la tête à ça et tout, il va quand même continuer en disant pose-toi quand même la question, est-ce que c'est pas maintenant ou pas moi? Dans la tour des Jedi, du coup, Zane et Shell parviennent à ouvrir le tunnel qui permet à Ranateh de rentrer. Sauf que Zane prend un peu les devants et il va monter au sommet de la tour pour se rendre compte que Cassius Fett n'est pas là. En fait, il était là avant, mais il s'est déplacé. Comme le dit un soldat mandalorien sur place, ce sont des nomades, donc ils ne restent jamais longtemps au même endroit. Ils se déplacent, sans quoi ils se font latter. En plus, ils ont découvert l'emplacement de la base de la Résistance, ce qui fait qu'ils vont enfin pouvoir mettre un terme à la Résistance sur Taris. Alors, Ranateh arrive à ce moment-là, n'ayant pas d'autres ennemis, elle va s'attaquer à Zane, hein, forcément. Va y avoir un combat entre les deux, et au cours du combat, elle va révéler qu'il y a eu une prophétie des 5, en fait, qui amènerait à la destruction de la galaxie. Alors, bien évidemment, on dit « Ah, c'est vous, c'est les 5 maîtres Jedi, vous êtes des méchants, vous êtes des traîtres. » Et en fait, il dit « Non, non, je sais quel rôle on a tué, le meurtre des Padawan ne compte pas, voilà, tout ça. » Et au moment où Zane est clairement en position d'infériorité, hein, parce que c'est pas non plus un foudre de guerre en termes de combat, il se défend un petit peu, mais pas tant que ça, et ben au moment où Ranateh va le tuer, elle est transpercée par le sabre de Shad, le frère de Shell, en fait, puisque Shell a entendu les aveux de la Jedi et a récupéré le sabre de son frère pour le planter dans la Jedi. Alors à ce moment-là, on a Griff et Gadon qui débarquent pour essayer d'extraire Shell et Zane, donc ils envoient une corde, et puis ils essayent de décoller. Ranateh va essayer de sauter à leur suite pour toujours tuer Zane, mais finalement non, elle n'y arrive pas parce qu'elle se vautre un petit peu. Et Zane, quand même un chic type, un méchant, il va tendre la main en disant viens avec moi si tu veux vivre. Enfin, il dit pas ça vraiment, mais en gros il lui propose de la sauver. Et c'est là qu'elle se rend compte de son erreur, de la méprise qu'il y a eu en fait à vouloir tuer Zane en disant mais si c'est un Sith, parce qu'elle le considère toujours comme étant un Sith en fait, donc si c'est un Sith, pourquoi il voudrait me sauver? Alors elle veut bien partir avec lui, sauf qu'elle a la main qui est coincée dans une vitre en fait. Quand elle est tombée, elle s'est foutue la main dans une vitre et elle est coincée, elle peut pas la sortir. Alors elle sort son sabre pour se trancher la main, sauf qu'à ce moment-là, Griff, lui qui regarde en bas, il voit la Jedi sortir son sabre. Pour lui, elle menace Zane et il va faire sauter les explosifs qui sont au pied de la tour, et la tour va s'effondrer. Les derniers mots de Ranateh seront pour Zane en disant « Dis à Krinda que je suis désolé ». Alors pendant que Jarael et Shell sont venus récupérer les enfants de la commissaire et de les emmener sur Alderaan voir leur père, les autres membres de la Résistance, vu que la Résistance est un peu fait balayer par les Mandaloriens, se sont planqués dans les bas-fonds de Taris, et notamment dans le village des Bannis. Alors là, ils vont rencontrer Céleste Morne, suite à quelques péripéties, qui, quelques minutes auparavant, aura tué la commissaire, en fait, tout simplement parce qu'elle est en train de se transformer en Ragoul, donc elle l'a tuée. Et Céleste Morne est une Jedi, qui est à la recherche du talisman de Mur.
Alors le talisman de mur, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, c'était l'objet qui était venu chercher le Covenant sur Taris. En fait, il s'agit d'un très puissant médaillon Sith qui a le pouvoir de transformer les gens en ragoules, mais notamment de les contrôler, parce que les ragoules sont absolument pas contrôlables, c'est vraiment des animaux sauvages, et en ayant ce talisman, on est capable de transformer quelqu'un en ragoule et de contrôler en fait l'entièreté des ragoules qui sont apportés. Alors, Greef et Zane vont donc rencontrer Céleste Morne à la recherche de ce talisman, et malheureusement ils vont arriver trop tard puisque les Mandaloriens s'en sont déjà emparés, donc du coup ils vont monter à bord du vaisseau Mandalorien qui va les emmener sur Jebel, une planète qui est très proche de Taris, où les Mandaloriens en fait regroupent leurs nouvelles troupes pour les former à devenir des Mandaloriens, tout simplement. Alors là, malheureusement, le médaillon va s'attacher à Pulsifer, donc c'est un scientifique un peu timbré mandalorien, qui va transformer des Mandaloriens en ragoules et s'en faire une sorte de petite armée. Sauf que, du coup, ça va foutre un gros boxon entre les Mandaloriens et les ragoules d'un côté. Puisqu'en gros, Pulsifer est assez mal considéré, il va se dire, ouais, bah tiens, je vais buter les Mandaloriens, comme ça, on va dire que c'est moi le chef le plus fort et tout. J'ai dit, hein, il est un peu timbré. Et Céleste va contacter Lucien Drey, puisque c'est en réalité une membre du Covenant, pour lui dire que le talisman de mur est sur Jebel et que Zane Carrick y est aussi. Alors bien évidemment, Lucien Drey va dire ok, pas de problème, récupère le talisman et tue Zane. Sauf que elle voit Zane juste après elle utiliser le centre de communication pour contacter Cassius Fett et lui dire ne vous posez pas sur Jebel. Il y a des ragoules, vous risquez en fait de contaminer l'intégralité de la galaxie si des ragoules parviennent à monter dans les vaisseaux spatiaux. Sachant qu'en plus, l'objectif de l'armée mandalorienne, c'est d'attaquer Alderaan. Donc du coup, s'ils arrivent jusqu'à Alderaan, c'est le noyau, ça va devenir un merdier pas possible. Et là, elle le dit, non, clairement, le mec est super sympa, il prévient même les Mandaloriens qu'il y a un danger, ça peut pas être lui, elle est persuadée de son innocence. Sauf qu'un peu plus tard, en fait, le talisman va s'attacher à Céleste, il va être attiré par les pouvoirs de la force en fait, de Céleste, et vu que Céleste est une Jedi, ça va réveiller l'esprit de Carnesmur qui était enfermé dans le talisman. Alors, elle va péter un petit peu les plombs en disant que de toute façon, maintenant elle peut éradiquer les Mandaloriens, elle maîtrise tout, en gros il y a le pouvoir, puis elle apprend à ce moment-là que le pacte, enfin que le Covenant, ce qu'on appelle aussi le pacte ou convention, selon les BD, il change de nom. Donc du coup que le Covenant est aussi corrompu, alors du coup on se dit mais si le Covenant est corrompu, en gros il n'existe plus qu'une chose, le pouvoir, là elle déchaîne un peu les ragoules et un peu le bordel. Sauf que Zane arrive à la ramener à la raison en disant non mais arrête, regarde ce que t'es en train de faire, c'est pas bien et tout. Du coup elle accepte de se faire enfermer dans l'oubliette du Seigneur Sith Drepa, je sais pas si c'est Dark Drepa ou juste Lord Drepa, qui était en fait visiblement un caisson prévu pour empêcher toute émanation de la force de ce qu'il trouvait à l'intérieur. Donc du coup, en enfermant Céleste à l'intérieur, elle va vivre en hibernation et empêcher tout simplement le talisman de contaminer d'autres êtres vivants et de les transformer en ragoules. Le problème, c'est que, l'idée de base, c'est d'emmener l'oubliette, le caisson, sur Audrine. Hein, c'est Céleste qui lui dit « Va sur Audrine, il y a des chercheurs du Covenant qui sont là-bas, ils pourront m'aider à me débarrasser du talisman. » Et elle lui parle notamment de Krinda Drey. Elle lui dit « C'est la mère de Lucien. » Donc voilà, il a un nom, il avait un nom, il avait juste Krinda, maintenant il sait qui c'est. Et il arrive à relier ça au Covenant. Malheureusement, en essayant de partir, en fait, la planète est bombardée alors que Zane et Greef montent dans le Miliwan qui est venu les chercher. La planète se fait bombarder et bien sûr la forteresse où était le caisson en fait s'effondre et le caisson cryogénique ou de cryostase entre guillemets tombe au fond de la mer. En parallèle de ces événements, on a le droit à la nomination de Lucien Drey au Conseil Jedi. Alors, les maîtres Jedi Vandar et Vrook vont se poser des questions en disant c'est quand même assez bizarre qu'il accède à cette fonction-là alors que il n'a pas su protéger la classe de Padawan. Et effectivement, on apprend assez rapidement que c'est
Azen, en fait, l'intendant du domaine Dre et du Covenant, qui a un petit peu manipulé certains maîtres Jedi pour permettre à Lucien Dre d'accéder au statut de maître Jedi au Conseil. C'est donc la fin de cet épisode, donc toujours pas de chronologie, parce qu'on est toujours dans la même année, et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Zen Karik.